21h, bonsoir et bienvenue dans News et compagnie. À la une ce soir, repartons de zéro dans l'affaire Grégory. Les mises en examen des époux Jacob et de Muriel Boll annulées pour vice de procédure, leur contrôle judiciaire levé. Les avocats de la défense parlent de victoire. Ceux des parents assurent que rien ne change sur le fond. Alors est-ce un coup d'arrêt ou un coup final dans cette enquête vieille de 33 ans? On en parle avec vous, maître Stéphane Babonneau, avocat pénaliste. Bonsoir. Bonsoir. Et avec Dominique Rizet, bien sûr consultant police-justice BFM TV. Bonsoir. C'est la question qui agite l'Angleterre qui va conduire Meghan Markle à l'hôtel J-3 avant le mariage royal. Mélodrame familial, le père de la mariée va sécher la cérémonie pour raisons médicales. Et si ça a arrangé la famille royale? On sera en direct de Windsor avec Antoine Lard et on en parlera en plateau avec notre invité Jean Descartes, historien spécialiste de la monarchie des grandes dynasties. Mais avant, on fait un point sur l'actualité avec Rachid El-Marki. Bonsoir Rachid. Bonsoir Perrine. Un détenu radicalisé s'est évadé de la prison de Brest. Oui, l'homme est âgé de 21 ans et il a profité d'une visite à l'hôpital pour fausser compagnie aux gardiens. Il aurait été aidé par des complices. Nicolas de la Barrière, vous êtes à Brest pour BFM TV. Le plan épervier a été déclenché, mais toujours aucune trace du fugitif. En effet, à l'heure qu'il est, le fugitif est toujours dans la nature. En fait, ce matin, il a été transféré depuis la maison d'arrêt où il était incarcéré jusqu'à cet hôpital où je me trouve pour un rendez-vous médical. Son escorte, justement, venait d'être allégée. Plus de forces de l'ordre armées, seulement des surveillants pénitentiaires non armés, plus des menottes. Et en arrivant ici à l'hôpital, en sortant du véhicule, il a prétexté devoir refaire ses lacets pour se baisser. Ensuite, il s'est relevé brusquement. Il a bousculé les surveillants avant de courir toujours menotté vers un véhicule qui l'attendait à l'intérieur des complices et ils sont tous partis, ils ont tous pris la fuite. Cet individu est âgé de 21 ans, il est très connu des services de police puisque son casier judiciaire comporte pas moins de 23 mentions, des cambriolages, des vols, des dégradations. Il est également fiché S parce qu'il s'est converti à l'islam, qu'il mène une pratique très rigoriste et qu'il est suivi pour radicalisation. L'enquête a démarré, bien entendu, on a retrouvé 2 téléphones portables dans sa cellule, ce qui explique qu'il ait pu préparer cette évasion. Et il y a un élément qui interroge parce que selon nos informations, une convocation médicale a également été retrouvée dans cette cellule, alors que normalement les détenus ne sont pas informés de leur rendez-vous, justement pour qu'ils évitent, pour qu'ils ne préparent pas d'évasion. En tout cas, alors qu'il est, les gendarmes du Finistère, les policiers de la sécurité publique et de l'APJ sont mobilisés, les forces de l'ordre sur le qui-vive pour essayer de remettre la main sur ce détenu. Nicolas de la Barrière en direct de Brest pour BFM TV avec Julie Rosaire. Les 3 policiers qui ont neutralisé le terroriste samedi soir à Paris seront reçus demain à l'Élysée. C'est une information BFM TV. Ce matin, Anne Hidalgo et plusieurs élus parisiens ont rendu hommage à Ronan Gonnet, le jeune homme qui a été tué dans l'attaque au couteau perpétrée dans le quartier de l'Opéra. Retour à la case départ dans l'affaire Grégory. Les mises en examen de Muriel Boll et des époux Jacob ont été purement et simplement annulés par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, annulés pour vice de procédure. Graziella Rodriguez avec Kevin Drouin. Ce sont des points de procédure qui sont à l'origine de l'annulation de ces 3 mises en examen. D'abord celle de Muriel Boll, poursuivie pour enlèvement suivi de mort dans l'affaire du petit Grégory depuis l'été 2017. Libre de ses mouvements, elle n'est désormais plus soumise au contrôle judiciaire, selon l'arrêt de la chambre de l'instruction de Dijon. Très clairement, le dossier est orienté dans une impasse, en partant d'une théorie que Muriel Boll aurait participé à l'enlèvement. Aujourd'hui, cet arrêt de la chambre de l'instruction est très clairement une réponse précise. Muriel Boll est innocente. Muriel Boll n'a strictement rien à voir, ni de près, ni de loin, avec et l'enlèvement et l'homicide de ce malheureux enfant. À l'époque des faits, Muriel Boll, alors âgée de 15 ans, avait déclaré aux enquêteurs que Bernard Laroche, son beau-frère, avait enlevé l'enfant avant de se rétracter quelques jours plus tard. Une accusation qu'elle n'a jamais réitérée depuis. Plus de contrôle judiciaire non plus pour les époux Jacob, Marcel et Jacqueline, grand-oncle et grand-tante de Grégory. Les poursuites sont là aussi annulées pour vice de forme. Selon leurs avocats, le couple est totalement blanchi dans cette affaire. Si des actes ont été annulés, un certain nombre d'expertises, un certain nombre d'interrogatoires, un certain nombre de confrontations ont été annulés, il y a des actes qui ne l'ont pas été. Nous avons démontré, dans le cadre de cette instruction, mes confrères Bernat et Boutier et moi-même, que les époux Jacob avaient un alibi en béton
pour le jour des faits. Ça, c'est pas annulé. La chambre de l'instruction ne l'annule pas, donc ça reste au dossier. Le 16 octobre 1984, Grégory Villemain était retrouvé mort, pieds et poings liés dans la Vologne. Une affaire à l'épilogue toujours insaisissable. Plusieurs centaines de personnes ont participé à la marche blanche en hommage à Naomi Moussanga à Strasbourg. La jeune femme est morte fin décembre parce que le SAMU ne lui avait pas porté secours. Merci à tous de vous être déplacés pour Naomi Moussanga. Elle avait 22 ans et c'était notre fille. C'est une maman, c'est notre sœur, c'était notre amie. Elle ne méritait pas de mourir. Nous avons organisé cette marche blanche car nous sommes tous en deuil et parce que nous sommes tous attristés, choqués, touchés par le sort de Naomi. Solidarité, vérité et justice pour Naomi Moussanga. Merci à tous. Nicolas Hulot relance les spéculations sur son avenir au gouvernement. Sur BFM TV, le ministre de la Transition écologique a déclaré qu'il ferait le point cet été sur sa capacité à mettre en place la transformation sociétale et qu'il a souhaité écouter. Jusqu'à l'été, j'ai la tête sous l'eau. Oui. Cette évaluation-là, je la ferai cet été. Il y a une chose que je sais mal faire, je peux le faire comme tout le monde, c'est mentir. Et surtout mentir à moi-même. Donc cet été, là je ferai cette évaluation. Voilà. Et je pense que cet été, j'aurai suffisamment d'éléments pour pouvoir regarder si effectivement je participe à cette transformation sociétale. Affaire classée pour Gérald Darmanin. L'enquête préliminaire ouverte pour abus de faiblesse a été classée sans suite. Le parquet de Paris précise que les investigations n'ont pas permis de caractériser une infraction pénale. Une habitante de Tourcoing affirmait s'être sentie obligée d'avoir des relations sexuelles avec lui pour obtenir un logement et un emploi. La météo pour demain ? Eh bien, le soleil va encore s'imposer au nord de la Loire. Le ciel sera plutôt encombré du sud-ouest au nord-est et variable sur les autres régions avec des températures de 7 degrés à Aurillac, à 15 degrés à Perpignan. Merci Rachid. On en parle à présent de cet énième couac dans l'affaire Grégory. Les mises en examen de Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grande-tante du petit garçon ainsi que celle de Muriel Boll ont été annulées. Leur contrôle judiciaire levé. On en parle avec Dominique Rizet et avec maître Stéphane Babonneau. D'abord Dominique Rizet, sur quel élément cette décision elle a été prise ? Alors, en fait, c'est la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon qui a décidé de casser, d'annuler une décision, donc cette décision de mise en examen qui avait été prise par la précédente présidente, qui s'appelait Claire Barbier. Voilà, au motif que cette présidente a prise seule cette décision de mettre en examen et Muriel Boll et les époux Jacob, et qu'elle aurait dû le faire avec 2 magistrats qui siégeaient avec elle à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel. Elle a pris cette décision seule. Donc c'est une question de procédure, on parle bien de vice de procédure, c'est pas une question de fond selon le communiqué du procureur. Est-ce que ça veut dire, maître Stéphane Babonneau, qu'on innocente avec cette décision les époux Jacob et Muriel Boll ? Alors non, pas du tout. Effectivement, on a entendu tout à l'heure leurs avocats dire que c'était la reconnaissance. Le couple avait été blanchi. Exactement. Ce qui n'est pas du tout le cas. En tout cas, ça n'est pas du tout le sens de cette décision. Comme l'a dit Dominique il y a un instant, c'est exactement ça. C'est un point de procédure. La personne qui a décidé de la mise en examen n'était pas qualifiée pour le faire seule. Elle devait le faire avec les autres magistrats de la chambre de l'instruction. Ils sont 3. Donc on revient simplement à l'étape antérieure. Ils ne sont pas mis en examen. Donc on annule effectivement leur mise en examen, leurs auditions et tout ce qu'ils ont subi, comme par exemple les contrôles judiciaires et notamment les expertises. Mais ça n'empêche absolument pas de tout simplement tout recommencer, cette fois-ci à 3. Ça veut dire que quand les parents du petit Grégory demandent une nouvelle mise en examen pour les époux Jacob et pour Muriel Boll, on peut imaginer dans les semaines, dans les mois à venir, qu'effectivement la chambre de l'instruction suive ça. C'est tout à fait possible. Alors la chambre d'instruction aura à se repencher sur est-ce qu'il y a des indices graves ou concordants contre Muriel Boll et les époux Jacob. Et si elle estime que oui, on va simplement régulariser. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui a été fait depuis la dernière mise en examen est annulé. On recommence et on recommence de la même manière, mais avec les bonnes autorités cette fois-ci. La chambre d'instruction au complet. C'est vrai qu'en termes d'image, c'est désastreux parce que c'est vrai que, Stéphane Babonneau l'a très bien dit à l'instant, il va falloir recommencer, ça va coûter encore beaucoup d'argent. Vous savez, ça fait 1 an qu'il y a des enquêteurs qui sont au travail, que des magistrats travaillent.
des mises en examen qui ont été effectuées, des personnes qui ont été déplacées de chez elles, interdiction de séjourner dans le département, et puis qui se sont retrouvées. En termes d'image, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et puis il y a autre chose aussi, mais ça ne fait pas partie du dossier, en tout cas des références du dossier, mais non seulement Claire Barbier, la présidente de la Chambre de l'instruction, donc met en examen seule au lieu de le faire en respectant la collégialité, mais en plus, elle a présidé elle-même l'audience de la Chambre de l'instruction qui a contrôlé la mise en examen de Muriel Boll qu'elle avait elle-même prononcée. C'est-à-dire qu'elle s'est auto-contrôlée. Donc il y a tout un tas de choses qui, depuis le mois de juin l'an dernier, dysfonctionnent encore dans ce dossier. Il y a un élément important qui a été obtenu de la part de la défense, c'est que toutes les pièces relatives à cette mise en examen ont été annulées. On parle de quelles pièces concrètement, Dominique ? On parle de tout. On parle absolument de tout le dossier, toutes les auditions qui ont été reprises. Donc à partir de juin 2017 ? Oui, à partir de juin 2017, tout ce qui a été fait est annulé. Donc ça implique de reprendre l'instruction avant juin 2017. Est-ce qu'on peut dire qu'on repart à zéro complètement dans cette affaire ? On ne repart pas à zéro, effectivement, puisque le dossier est tellement tentaculaire que ce qui est annulé, ce qui a été dit à l'instant est juste, ce sont leurs auditions, leurs expertises. S'ils avaient donné des éléments qui avaient permis de faire des vérifications, qui avaient éventuellement caractérisé de nouveaux indices, ils sont annulés. Mais la réalité est qu'au final, on va juste les réentendre sur les mêmes choses qu'on... Ça veut dire que je prends les analyses graphologiques qui avaient permis de relancer l'enquête l'année dernière. Est-ce que ces analyses-là, elles sont annulées ? Non, ce qui est annulé, c'est tout ce qui procède directement de la mise en examen de ces personnes-là. Donc les analyses graphologiques, elles étaient antérieures à la mise en examen. Ce qu'on annule, c'est vraiment tout ce qu'eux ont fait, donc leurs auditions essentiellement. Donc dans la réalité, ça ne va pas beaucoup impacter l'enquête. Mais par contre, comme le disait Dominique Rizet très clairement il y a un instant, c'est catastrophique parce que c'est un énième dysfonctionnement puisque c'est un point de procédure. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas appliqué le droit comme il aurait dû le faire. Et comme ça a été dit, on perd un an. C'est-à-dire qu'on revient en arrière une fois de plus et c'est désastreux pour l'image de la justice. L'État ayant déjà été condamné en plus dans ce dossier. Pardon, maître. Imaginez qu'à l'issue de ces mises en examen nouvelles, qu'elles interviennent, comme vous le disiez tout à l'heure, on mette à nouveau ces personnes sous contrôle judiciaire et qu'on leur demande à nouveau de ne plus se rencontrer, de ne plus se parler, de quitter le département, d'aller habiter ailleurs. Alors qu'entre-temps, elles ont été autorisées à se retrouver, à revenir habiter ici. C'est-à-dire, ça va être vraiment très très compliqué à gérer ce dossier. Ça l'était déjà, mais ça va être encore pire. Justement, sur l'image de la justice, écoutez ce que disent les avocats de la défense. Quand on voit les éléments sur lesquels ce dossier a redémarré, ils sont complètement inconsistants. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parle de coup de force judiciaire. On a voulu brusquer les choses, tenter un coup dont je ne comprends pas très bien le raisonnement qui a permis de l'organiser. Et en tout cas, le résultat dans cette affaire qui est un fiasco judiciaire épouvantable, c'est un naufrage judiciaire. Eh bien, ce naufrage est confirmé par la décision qui a été rendue ce matin. J'espère qu'on sera dissuadé à l'avenir de procéder de cette façon. Et qu'on va, je dirais, mener les opérations d'instruction dans des conditions plus raisonnables et plus normales. Un fiasco judiciaire, les mots sont forts, maître Stéphane Babonneau. Bien, c'est vrai que c'est un dossier dans lequel il y a eu tellement de rebondissements. Je le disais à l'instant, l'État a même été condamné à un moment de la procédure. Et il est vrai qu'aujourd'hui, sur un dossier dans lequel on ne peut pas nier qu'il y a eu des erreurs, il y a eu de très nombreuses erreurs dans ce dossier, c'en est une de plus qui se surajoute et qui donne effectivement le sentiment que ce dossier n'avance pas non plus en raison de l'incapacité de l'institution judiciaire à le porter jusqu'au bout. On a fait beaucoup de bruit autour de cette mise en examen. Il y a un an, on en avait vraiment énormément parlé et aujourd'hui, un an plus tard, on apprend qu'en réalité, il faut tout recommencer parce que une erreur a été faite et on parle vraiment bien d'une erreur de procédure. On ne parle pas d'une décision réfléchie de dire ils n'ont rien à voir. C'est pas du tout ça. Encore une erreur, effectivement. Dominique, est-ce que ça fragilise aussi la Chambre de l'instruction de Dijon pour la suite de la procédure ? C'est incompréhensible. C'est comme si un pilote partait en vol sans contrôler la météo. Comme si un pilote partait en vol sans contrôler s'il a du carburant, s'il a du kérosène dans ses soutes. Une présidente de la Chambre de l'instruction sait très bien que la mise en examen qu'elle va prononcer, elle a une checklist, elle connaît le droit. Elle doit le faire avec les deux autres magistrats. Puis je vous rappelle que dans cette affaire, donc énième épisode de cette affaire, on doit avoir une pensée tous pour la famille du juge Lambert. Le juge Lambert qui s'est suicidé, et sa femme nous regarde peut-être ce soir, ses enfants, le juge Lambert s'est suicidé parce qu'on avait révélé, les journalistes, on avait révélé l'existence des carnets du juge Simon qui n'étaient pas tendres avec le juge Lambert. Le juge Lambert s'est suicidé parce qu'il avait en amont raconté dans un livre l'histoire d'un personnage qui allait mourir comme lui allait mourir, et puis il a laissé des lettres en disant qu'il ne supportait pas à nouveau
qu'on réouvre ce dossier, qu'on le mette en cause. Il lui disait, Bernard Laroche est innocent. Le juge Lambert s'est suicidé. Encore une victime du dossier. Et je vous le répète, on doit avoir une pensée pour lui. Il faut que la justice réfléchisse à ce qu'elle va faire maintenant. C'est vrai qu'on a un peu du mal à comprendre avec toutes ces erreurs à répétition qui ont pu se passer sur cette enquête. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu plus de précautions qui ont pu être prises? Alors, c'est un dossier qui est tentaculaire et qui dure depuis plus de 30 ans. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'un nombre incalculable aujourd'hui de personnes se sont succédées dans ce dossier. Et c'est vrai qu'il y a un moment où on a du mal, à certains moments, à reprendre le fil de ce dossier qui est réouvert finalement une fois tous les 5-10 ans, on repart sur quelque chose où on donne le sentiment que ça y est, on est presque à la résolution du mystère et on se rend compte que, non, on n'y est pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'erreurs? La justice est humaine, ceux qui la rendent sont humains et donc sont effectivement sujets à des erreurs. Malheureusement, ce sont des erreurs qui, dans un dossier dans lequel elles viennent se surajouter à d'autres qui ont été faits par le passé, ça finit par donner ce sentiment de fiasco. Merci beaucoup, maître Stéphane Babonneau. Merci également à vous, Dominique Rizet. On quitte la France pour Londres, J-3 avant le nouveau mariage du siècle entre le prince Harry et Meghan. On va tout de suite aller à Londres. On va retrouver Antoine Hollard parce que la cérémonie se prépare. Ce sera samedi. Et vous êtes en direct d'un pub. Est-ce qu'on commence déjà à fêter ça, Antoine ? Oui, exactement. On est d'ailleurs devant le plus vieux pub de Windsor, 350 ans d'existence. Et ce pub, il vient tout juste de changer de nom. Regardez comment il a été rebaptisé. Prince Harry, Prince Harry. La devanture, l'enseigne est toute fraîche. Elle a été dessinée aujourd'hui même. On a vu le propriétaire sur un escabeau tout à l'heure en train de peindre les lettres. On va vous emmener à l'intérieur parce que, dedans, vous allez comprendre tout de suite l'ambiance. Le pub, comme tous les commerces de la ville, s'est paré des couleurs de l'Union Jack. Le rouge, le blanc et le bleu qui s'affiche ici sur des ballons que vous voyez ici au plafond, sur les drapeaux britanniques aussi évidemment, et c'est aussi la couleur du drapeau américain, comme Meghan évidemment, la future épouse de Harry. Et puisque ce mariage c'est aussi du business, on va vous montrer, regardez la bière spéciale qui a été créée pour l'occasion. Harry et Meghan, Windsor Knot, ça veut dire le nœud de Windsor, une bière qui symboliquement a été brassée avec du houblon américain pour symboliser cette alliance entre Harry le britannique et Meghan l'américaine. Alors on a commandé une petite bière, on va vous la montrer, madame, si vous voulez bien nous servir notre petite bière, une bière blanche donc créée spécialement pour l'occasion. Je vous disais, c'est tout un business ce mariage. On attend des retombées économiques à hauteur de 1 milliard de livres selon certaines estimations. Voilà, la bière est prête à consommer évidemment avec modération. D'ailleurs, vous voyez, on a pris une petite bière. Les bières anglaises d'habitude sont plus grosses que ça. À consommer donc avec modération, même si les pubs de la ville resteront ouverts plus tard que d'habitude ce samedi, parce que samedi, ce sera une grande fête qui va durer toute la journée, toute la soirée ici à Windsor. Je ne doute pas que vous allez consommer cette bière avec modération. Merci Antoine Hollard. Et on accueille notre invité Jean Descartes, historien spécialiste de la monarchie et des grandes dynasties, auteur de la saga des Windsor aux éditions Perrin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en plateau avec nous. On vient de le voir, l'ambiance en ce moment du côté de Windsor avec ces bières spéciales mariage. On a pu voir aussi dans les boutiques de souvenirs, les mugs, les assiettes à l'effigie du couple royal. C'est un vrai business ce mariage. Oui, les retombées sont considérables. On l'estime peut-être à déjà 600 millions de livres parce que c'est un moment d'union, si vous voulez, du peuple britannique, toutes catégories confondues. La grande évolution de la monarchie britannique qui a été réussie, c'est de sortir du milieu purement aristocratique. On a vu que les mariages arrangés dans la haute société, c'était pas toujours très réussi. Et je trouve que l'exemple des deux sœurs Middleton montre ce rapprochement des classes moyennes et où tout le Royaume-Uni se retrouve. Et en plus, je pense que ça fait beaucoup de bien à la mentalité, à l'opinion en ce moment, en cette période de Brexit. Il y a une communion, si vous voulez, et autour aussi, il faut le dire,
de la reine, qui est tout de même un personnage extraordinaire, parce que ça va faire 66 ans, si on tient compte de la date de son avènement en 1952 à la mort de George VI, 65 ans pour son couronnement. Une femme qui a toujours été extraordinairement moderne, qui a bousculé les traditions pour les sauver. Je rappelle qu'elle a demandé à ce que son couronnement soit télévisé. En 1953, c'était un événement incroyable. Alors, uniquement le couronnement qui est la partie politique, pas le sacre qui est la partie mystique, mais comme en même temps les bobines de films après la retransmission sont parties le soir dans le monde entier, le film a été projeté partout, je me souviens, je l'ai vu, donc la monarchie était devenue un spectacle et la reine Elisabeth, la reine de l'image. Un spectacle, ce mariage samedi, auquel n'assistera pas le père de Meghan. C'est l'information du jour. Il ne sera pas présent pour des raisons de santé puisqu'il doit être opéré du cœur. Au final, ça arrange bien la famille royale qu'il ne soit pas présent. Non, je ne crois pas vraiment parce que... Il est au cœur de polémiques ces derniers temps avec cette fausse paparazzade qu'il aurait organisée. Des polémiques, il y en a eu tellement que la reine en a vu tellement. Non, je crois que tout le monde se réjouit parce qu'il y a une chose importante. Harry était le plus jeune fils de Diana et c'est celui qui a sans doute le plus souffert du traumatisme, de la mésentente entre ses parents. Il disait « Je suis obligé de ne pas penser à ma mère pour ne pas souffrir ». Donc c'est un garçon qui a fait évidemment beaucoup de bêtises, mais ça c'est la tradition des cadets. Le numéro 2 peut faire des bêtises. Alors il a fait des bêtises gênantes, regrettables, condamnables. Et puis il s'est rattrapé, il a servi en Afghanistan. C'est un garçon qui s'est installé dans la vie. Ça n'est pas facile après le traumatisme qu'ils ont vécu avec leur mère, qui était quand même assez excentrique, hein, paix à son âme. Mais enfin, elle jouait avec les médias et c'est un jeu très dangereux. Elle joue avec les médias aussi, Meghan Markle. Elle est habituée aux médias, oui, mais on la pas voit de la même très façon, à l'aise parce que devant les caméras. Justement, ce que j'allais vous poser comme question, qu'est-ce qui la différencie d'une Lady Di ? La différence, c'est que Lady Di jouait un rôle qui n'était pas écrit, qu'elle a perturbé, qu'elle a torpillé en permanence dans sa vie privée, et je dis bien avec les médias, en disant « Coucou, vous me voyez là, non, aujourd'hui pas ». Alors, c'est pas ça. Tandis que Meghan est une professionnelle de séries télévisées. C'est une actrice. C'est une actrice. Divorcée, qui a eu sa vie, et il vaut peut-être mieux des gens qui ont vécu pour constituer un couple qu'on espère solide. Vous savez, le monde a changé, la reine le sait, elle l'a montré, les lois ont changé, l'Église a changé, beaucoup de choses ont changé, mais je rappelle que la reine reste d'un modernisme formidable. Elle n'aurait pas été acceptée, Meghan Markle, il y a quelques années dans la famille royale. Il y a 50 ans, on ne recevait pas les divorcés à Buckingham Palace. Aujourd'hui, la reine ne recevrait plus personne. Bon, ça, c'est l'évolution du monde, mais ce que je veux dire, c'est que la reine est allée devant. Regardez pour les Jeux Olympiques, le jubilé, le film dans lequel elle a accepté de jouer son propre rôle, pour une fois, à côté de James Bond. Ça a été un spectacle pour 3 milliards de gens stupéfaits. Je pense qu'il faut réaliser l'exceptionnelle longévité sur le trône d'Élisabeth II, son adaptation, son humour, Je prends un exemple, un voyage officiel en 1982 aux États-Unis avec le président Reagan. Elle s'entendait très bien avec lui. Il fait un temps épouvantable, il n'arrête pas de pleuvoir. Et elle a dit, pour terminer son discours, je savais que nous avions exporté beaucoup de choses aux États-Unis. Je ne savais pas que le mauvais temps en faisait partie. La reine est toujours populaire, ça n'en doute pas. Est-ce que Meghan Markle, elle est populaire auprès de la population britannique? Est-ce qu'ils sont fiers de la voir comme princesse? Oui, et je crois qu'on sera encore plus content si on voit Harry très heureux, si le couple est heureux, parce qu'après tous les traumatismes qui ont été vécus, après l'annus horribilis de 1992, la population britannique a envie de stabilité. Et c'est important parce que c'est la permanence de l'État, c'est l'union des composantes du Royaume-Uni. J'insiste bien, en période de Brexit, la reine avait dit « je suis toujours là ». C'est un sentiment d'union, si vous voulez, et une fête. Et en plus, très astucieusement, ça n'est pas un jour férié, donc on travaillera. C'est une fête de grande famille. Une fête qui se prépare et certains sont prêts à tout pour ne pas en rater une miette. Écoutez. Je reste ici. Je suis assise sur cette chaise et je ne bouge pas, seulement pour aller aux toilettes. C'est là où je serai. C'est une position géniale parce que la voiture doit tourner ici. Donc on aura une super vue du couple. Ça va être génial. Je suis tellement heureux que Harry se marie. Ça fait longtemps qu'on attend ce moment. Même si le père de Meghan n'est pas là, ça ne les empêchera pas de se marier.
Et même s'il faut que je conduise moi-même Meghan à l'hôtel, je le ferai. J'ai rencontré Harry et Meghan en début d'année et je leur ai dit « On sera là pour vous soutenir devant le château de Windsor ». Et j'ai tenu ma promesse. Est-ce qu'ils sont représentatifs des Anglais? Je vous pose cette question parce qu'il y a un sondage YouGov qui a été publié hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, où 66% des personnes interrogées disent ne pas être intéressées par le mariage royal et il n'y en aurait que 27% qu'ils suivraient à la télévision ou à la radio. Ça vous étonne? D'abord, c'est un mariage princier, ça n'a pas la même dimension, c'est pas le prince héritier qui se marie. Non, ça ne m'étonne pas du tout, mais la population britannique est très inquiète des effets du Brexit. On voudrait même revoter les composantes, l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, c'est très délicat. En revanche, comme c'est une bonne nouvelle familiale, si je puis dire, avec la reine qui a l'air d'aller bien, le duc d'Édimbourg qui s'est retiré de la vie publique, si je puis dire, c'est certainement un moment important parce qu'il n'y en aura pas beaucoup du temps de la reine encore. Elle en a déjà tellement vu. Je crois que c'est important que la population, qui a ses difficultés comme tout le monde, mais fasse une parenthèse. Il y a eu tellement de drames, tellement de scandales, mais tellement de moments glorieux aussi. Il y a un patriotisme autour de la monarchie. C'est très important. Et ce qui est important aussi, c'est le lieu où ça va se passer, au château de Windsor. Alors, d'abord, il n'a pas été choisi au hasard. Non, pas du tout. Windsor est la plus ancienne et la plus vaste forteresse au monde qui soit toujours habitée. Elle a 1000 ans d'histoire. Tous les souverains britanniques à travers les 9 dynasties y ont vécu, l'ont construit, l'ont arrangé, l'ont démoli, ce que vous voulez. Et Windsor est très cher à la reine. Elle y a passé de nombreuses années dans son enfance et elle y a passé toute la guerre. Bon. Et aujourd'hui, elle y va pour les week-ends. Elle y va très souvent. C'est sa résidence, je dirais, favorite. Et la chapelle de Windsor est très importante, où Charles et Camilla, d'ailleurs, se sont mariés, puisque l'église anglicane autorise le mariage des divorcés. C'est la chapelle liée à l'ordre de la Jarretière. C'est 700 chevaliers dans cet ordre très prestigieux. Et le château de Windsor est à la fois une forteresse, donc une partie publique, une partie ouverte à la visite. C'est très impressionnant et c'est le cœur de l'histoire britannique, toute dynastie confondue. Et il sera au centre du monde samedi prochain. Ne ratez pas cette journée spéciale à vivre sur BFM TV dès 6h, édition spéciale tout au long de la journée. Je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour la suite de Grand Angle, mais juste avant, vous avez rendez-vous avec Jean-Baptiste Boursier et ses consultants. Oui, parce qu'il y a une finale de Ligue Europa ce soir. Ça va être la mi-temps d'ici quelques minutes et ils débrieferont cette première période. À tout de suite.